bienvenue à chacun. On est heureux de vous accueillir pour ce Forum Veritas. Alors, un Forum Veritas, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est une initiative des groupes bibliques universitaires qui vise à articuler apports universitaires, scientifiques, philosophiques, d'une part, mais aussi démarches spirituelles. Et le principe de ces Forum Veritas est de mettre la foi chrétienne en dialogue avec d'autres visions du monde autour de grandes questions inhérentes à notre humanité. Et donc, du coup, les objectifs principaux de ce forum vont être, d'une part, d'aller au-delà des clivages d'opinion, et d'autre part, que cette rencontre puisse être l'occasion pour chaque étudiant de se forger une opinion éclairée et fondée en recherchant la cohérence de ses positions. Ça, c'est le but de ce Forum Veritas. Le thème de la soirée va être « La science a-t-elle des limites ?» Nous avons deux orateurs qui ont été invités pour répondre à cette question. Et du coup, ils vont y répondre en traitant d'autres questions sous-jacentes, comme par exemple la science qui a pour ambition de constituer un accès illimité et universel à la vérité, a-t-elle réalisé son but? La science n'a-t-elle pas des limites irréductibles à la fois internes et externes? La science peut-elle expliquer le sens de la vie? Quelles limites pour la science et les scientifiques? Alors avant de laisser la parole aux orateurs, je vous propose de faire tous comme moi. Vous avez un téléphone ici. Si chacun d'entre vous peut le prendre et le mettre soit en mode avion, soit l'éteindre, pour respect pour nos auditeurs et nos orateurs. Donc on le met en mode avion, voilà. Le mode avion, c'est si vous voulez planer. Alors nous avons deux intervenants qui vont présenter du coup leur point de vue sur cette question, ce thème de la soirée, la science a-t-elle des limites? Nous avons Madame Lydia Jaeger et Monsieur Taranto Pascal. Alors je vais dire deux mots sur chacun. Madame Jaeger a étudié la physique et les mathématiques à l'université de Cologne. Elle est aussi diplômée de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine et elle est docteure en philosophie de l'université de Paris-Sorbonne. Alors elle est également l'auteure de plusieurs livres et articles sur la relation entre le christianisme et les sciences. Elle est actuellement professeure et directrice des études à l'Institut biblique de Nogent. Monsieur Pascal Taranto, professeur agrégé en philosophie, également docteur en philosophie. Il enseigne en cycle de licence et cycle de master à Aix-Marseille Université. Donc il y en a quelques-uns d'entre vous qui le connaissent, je suppose. Ses disciplines d'enseignement sont entre autres l'histoire de la philosophie générale, ainsi que la philosophie morale et politique. Il est également l'auteur de plusieurs articles et livres, dont Du déisme à l'athéisme, la libre pensée d'Anthony Collins. Et il est aussi le directeur de l'UMR, alors je ne sais pas si on dit 7304 ou 7304, le CEPERC, qui est le Centre d'épistémologie et ergologie comparative. Voilà pour nos deux orateurs. Alors, la soirée va se dérouler en 4 temps. Un premier temps où l'un des orateurs aura la parole pour répondre à la discussion de la soirée, au thème de la soirée, la science a-t-elle des limites? 20 minutes de présentation pour chacun. Ensuite, il y aura 20 minutes de discussion entre les deux intervenants afin qu'ils puissent approfondir leurs interventions et leurs présentations et confronter leurs idées. Et enfin, nous aurons un temps de 20 à 30 minutes de questions-réponses où vous pourrez librement poser vos questions à l'un ou l'autre des orateurs. Du coup, nous devrions finir aux alentours de 20h30. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole
à la dame. À Madame Jaeger, qui aura du coup 20 minutes pour nous parler de ce thème, la science a-t-elle des limites? Alors bonsoir, je suis fortement impressionnée de voir le nombre, je pense, d'étudiants surtout, donc, qui, après une journée de cours, prolongent encore en soirée la réflexion. Donc ça me fait plaisir de voir cet intérêt pour des questions qui dépassent peut-être le strict cursus à visée professionnelle. Donc, la science a-t-elle des limites? Alors malheureusement je ne vous vois pas tous, mais j'espère que vous m'entendez au moins. Voilà. Donc la science a profondément révolutionné notre vie. Progrès médicaux, moyens de communication pratiquement illimités, mobilité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je suis venue de Paris à midi, je dirais ça encore 15 ou 20 ans en arrière aurait été beaucoup plus compliqué. Donc l'étendue des connaissances auxquelles la science nous a permis d'accéder est époustouflante. Il est alors tentant d'imaginer que l'avancée triomphale de la science est sans fin et sans limite. Ce serait simplement une question de temps et la science permettrait de lever les derniers mystères de l'existence. Une telle confiance est certes courante, mais elle ne tient pas compte des limites inhérentes à la méthode déployée par la science. Il y a d'abord les questions métaphysiques, auxquelles, par définition, la science ne répond pas. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi les lois de la nature ont-elles la forme que nous observons plutôt qu'une autre? La science explique toujours un fait en le référant à un autre, de sorte qu'elle ne peut pas découvrir le fondement ultime de tout ce qui existe. De même, elle présuppose toujours déjà les lois de la nature et ne peut alors pas les expliquer. Mais ce ne sont pas seulement les grandes questions de la métaphysique qui échappent à la science. Il y a des domaines précis de l'expérience humaine dans lesquels la science se révèle dépassée. Et je voudrais rapidement en mentionner 3. Le premier domaine, le mystère de la rencontre personnelle. La science accomplit ses exploits prodigieux au prix d'une discipline rigoureuse. La science exige que l'objet de son étude se laisse traiter comme objet, soumis aux manipulations de l'expérimentateur, décrit à l'aide de froides formules mathématiques. Et ce détachement objectif se situe aux antipodes d'une relation personnelle. On ne peut pas soumettre une relation entre deux êtres humains à la froide investigation de l'expérimentation scientifique. Autrement, on mettrait en péril ce qui constitue le noyau même de ce lien, c'est-à-dire la confiance réciproque. Bien entendu, la mise à l'épreuve peut avoir son utilité dans les rapports humains, surtout au début d'une relation. Mais imaginez entretenir une relation avec l'attitude de l'expérimentateur. Je soumets le vis-à-vis donc à des situations variées pour tester son caractère, pour évaluer sa fiabilité, etc. Ça, c'est la démarche du bon expérimentateur. Mais évidemment, je ne vivrai jamais l'intimité de la complicité. Et cela veut dire que la rencontre de l'autre, dans ce qu'elle a de plus personnel et de plus intéressant, échappe à la science. Alors, deuxième domaine, la distinction entre le bien et le mal. L'éthique fournit une autre limite de principe qu'aucun progrès scientifique ne permettra de dépasser. La science décrit ce qui est, et elle est alors impuissante à définir ce qui doit être. Certes, d'aucuns essayent de construire une éthique à partir de la théorie de l'évolution. Mais de tels efforts sont voués à l'échec. D'abord, on peut se demander si l'homme doit vraiment prendre exemple sur les animaux pour son comportement. Mais surtout, il faut déjà avoir posé une valeur, ne serait-ce que le progrès évolutif, pour déduire une quelconque prescription éthique. Le fait que l'évolution s'est produite n'implique pas qu'elle devrait se prolonger. C'est déjà un jugement de valeur qui dépasse la science.
Et il est important ici de se rappeler que les interrogations éthiques surgissent à l'intérieur de la science même. Les boucheries perpétrées par les armes de destruction massive et plus récemment les menaces écologiques nous ont averti des dangers qu'un usage incontrôlé des sciences entraîne pour l'humanité. Le chercheur ne doit pas déléguer la réflexion morale aux politiques. Il endosse lui-même la responsabilité qu'implique l'usage des résultats scientifiques, ne serait-ce que parce qu'il décide de l'orientation donnée à sa recherche et qui détermine dans une large mesure les applications possibles. De même, certaines méthodes, donc comme par exemple l'expérimentation sur les animaux ou sur les embryons humains, font surgir des interrogations éthiques à l'intérieur de la pratique scientifique. Le chercheur ne peut pas les éviter. Et on peut pousser les questions éthiques jusqu'à un niveau encore plus fondamental. Comment justifier la pratique scientifique elle-même ? Loin de pouvoir tout expliquer, la science se révèle ainsi impuissante à rendre compte de sa propre valeur. Pourquoi est-il souhaitable de comprendre le comportement de la nature ? Si l'on évoque l'utilité de la science pour l'humanité, ou le désir de progresser vers la vérité, on est déjà entré dans le règne des fins, dont la science n'a pas la clé. Troisième domaine, la raison. Dans la mesure où la science décrit ce qui est et non ce qui doit être, la raison elle-même dépasse ce qui est accessible à la description scientifique. Car la raison présuppose la norme du vrai, comme la morale ou la norme du bien. Prenons l'exemple de deux machines à calculer. L'une est programmée pour donner des résultats corrects, l'autre pour donner des résultats erronés. L'une et l'autre suivent évidemment les lois de la nature. La machine qui donne des résultats erronés n'est pas un miracle. Ce qui distingue le vrai du faux ne se laisse donc pas capter en termes de lois de la nature. Ou comme le dit John Hayden, l'un des fondateurs de la génétique des populations et athée lui-même, donc je cite, « Je ne suis nullement matérialiste moi-même, parce que si le matérialisme est vrai, il me semble qu'il est impossible qu'on sache qu'il est vrai. Si mes opinions sont les résultats de processus chimiques ayant lieu dans mon cerveau, elles sont déterminées non point par les lois de la logique, mais par celles de la chimie. » Donc, trois exemples qui montrent que la science ne peut pas tout expliquer. La rencontre personnelle, la morale, la raison, trois domaines dans lesquels la science révèle ses limites. Et il ne s'agit pas de n'importe quel domaine, loin de là. La rencontre personnelle, c'est d'une certaine façon ce qui est le plus précieux dans l'expérience humaine. L'éthique, sans l'éthique, nous ne saurions pas comment nous comporter. Et la raison, elle est le fondement même de la science. Pas de science sans raison, sans réflexion rationnelle. Mais face à ce constat, donc des limites de la science, on constate trois réponses. Je schématise un peu. Et voilà donc trois grandes options. Première option, l'oubli. On essaie malgré tout de tout ramener à la science. En philosophie, on parle dans ce contexte des projets de naturalisation, c'est-à-dire l'effort de tout ramener à la nature, et la nature comprise ici comme l'ensemble de ce qui est accessible à la description scientifique. Deuxième option, le relativisme. En dehors de ce qui est accessible à la science, aucun fait n'existerait, mais seulement des valeurs plus ou moins subjectives. Troisième option, la reconnaissance d'autres sources de connaissances que la science, comme les apports spécifiques de l'esprit humain, des intuitions éthiques, la révélation divine. Il me semble qu'une combinaison de la première option, l'oubli, et de la deuxième option, le relativisme, est aujourd'hui la posture la plus courante. L'oubli en ce qui concerne la raison, le relativisme en ce qui concerne l'éthique. Mais une telle combinaison est insatisfaisante. D'abord, en ce qui concerne le relativisme en matière d'éthique. Dès que
l'on se rend compte que la science ne fournit pas de normes, on est réduit au relativisme si on veut tout expliquer par la science. Du coup, il n'existerait pas de normes éthiques objectives valables pour tous. Mais le prix à payer est lourd. Il nous laisserait sans ressort pour condamner, par exemple, la volonté nazie d'exterminer les Juifs. La solution finale n'est pas seulement contraire à nos convictions morales, elle est objectivement répréhensible. Ou en tout cas, c'est ce que je vous soumets. Mais dès que l'on accepte des normes morales qui s'imposent à tous, on a de fait reconnu qu'il existe d'autres sources de connaissances au-delà de la science. Ensuite, en ce qui concerne la raison, c'est plutôt l'oubli qui me semble la posture la plus courante. Certes, il existe un relativisme postmoderne qui doute de toute vérité. Mais il est cantonné, me semble-t-il, à certains milieux littéraires et peu en vogue parmi ceux de la culture scientifique. Et même ceux qui s'affichent relativistes postmodernes, il me semble que dès qu'ils montent dans un avion, ils cessent de l'être. Parce qu'ils préfèrent un avion construit selon les lois de l'aérodynamique et ils ne considèrent pas que la forme de l'avion est une affaire de préférence personnelle. En tout cas, je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui irait jusque-là dans ce relativisme. Mais dès que j'accepte la raison, dès que j'accepte que la raison me donne accès à la connaissance du réel, je suis confronté au problème que la science elle-même ne fournit pas de base à cette conviction. Comme c'est un point si souvent oublié, je me permets de le répéter. La connaissance fait appel à la norme du vrai, mais la science décrit ce qui est et non pas ce qui doit être. Alors, je donne une citation supplémentaire, encore une fois, de la part de quelqu'un d'athée, pour montrer que ce ne sont pas seulement les croyants qui reconnaissent cette limite de la science. Je cite Patricia Churchland, une philosophe canado-américaine, qui, elle, considère que l'esprit humain s'explique uniquement par la science. Mais la conscience, que cela veut dire que nous devons renoncer à la vérité. Si notre esprit est le pur produit de la nature, aucune garantie qu'il nous livre des vérités sur le réel. Alors, je cite Churchill. Ramener à l'essentiel, un système nerveux permet à un organisme de faire 4 choses. Se nourrir, fuir, se battre et se reproduire. La fonction principale du système nerveux est de maintenir les parties du corps en état pour que l'organisme survive. Les améliorations dans le contrôle sensorimoteur confèrent un avantage dans l'évolution. Un style de représentation imaginatif est bénéfique pour autant qu'il répond aux besoins du mode de vie de l'organisme et améliore les chances de survie, j'ajouterais, et de reproduction. Mais la vérité, de quelque façon qu'on la pense, ne fait vraiment rien à l'affaire. Fin de la citation. Mais une telle position revient à un suicide cognitif. Les connaissances scientifiques à notre disposition nous amènent à la conclusion que nous ne pouvons pas nous fier à notre raison pour connaître la vérité. La raison n'est utile que pour la survie de notre espèce. Mais nous connaissons les sciences par cette même raison. Pourquoi alors nous fier à ce que la science nous dit? Suicide cognitif. Notons bien que ce n'est pas un argument contre l'évolution. C'est seulement un argument contre l'origine de nos facultés cognitives dans un processus évolutionniste non guidé qui se limite au naturel, ou pour le dire plus brièvement, qui exclut Dieu. Plus précisément, cet argument montre que l'évolution naturaliste ou matérialiste nous oblige à douter de tout, y inclus de la science. L'oubli ou le relativisme, ni l'une ni l'autre des deux options paraissent attrayantes. Reste alors la troisième, l'ouverture à d'autres sources de connaissances au-delà de la science. Nous voyons donc que la science est de fait ouverte à ce qui la dépasse. Car comme nous l'avons vu, nous rencontrons les questions éthiques à l'intérieur de la science même.
et la prétention de la raison humaine à connaître au moins partiellement le réel appelle une explication qui dépasse la science. Ouverture à ce qui dépasse la science, cela veut dire que le scientisme, qui cherche une explication scientifique de tout, ne peut pas se réclamer de la science. À regarder de près, il se révèle être une perversion de la science. La vraie science est ouverte à ce qu'elle ne peut pas expliquer. Ce n'est pas encore un argument pour Dieu, mais il montre que la science ne l'exclut pas. Au contraire, qu'elle est dans son essence même ouverte à l'accueillir. Pour le dire avec les paroles du grand scientifique français Louis Pasteur, un peu de science éloignée de Dieu, beaucoup y ramène. Rappelons-nous alors que d'après le témoignage biblique, la foi révèle de la même catégorie que les relations interpersonnelles. Dieu est décrit dans la Bible sous les traits d'une personne. Il s'ensuit qu'on ne doit pas s'attendre à le trouver à l'intérieur de la science. Parce que la science, justement, est impuissante à décrire la rencontre interpersonnelle. En tout cas, à l'épuiser. D'ailleurs, un Dieu dont on aurait prouvé l'existence à l'aide de la science ne sera certainement pas le Créateur qui est à l'origine de la nature et n'en fait nullement partie. Mais si la science ne peut pas expliquer la rencontre avec l'autre, qu'il soit notre prochain humain ou le Dieu transcendant, elle est pourtant un signe, et par ses limites même, que nous sommes appelés à cette rencontre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Taranto. Allô? Ouais, ok, bon, ça marche. Bien, je remercie Madame Jäger d'avoir abattu ses cartes avec une parfaite sincérité. Je vais donc faire exactement la même chose. Je suis moi-même totalement, irrémédiablement et profondément athée. Donc, bon, bien sûr, je ne suis pas chrétien, ça va de soi. Et j'ai une forme de méfiance instinctive envers toute religion qui se pose comme dogme normatif, provenant, alors je ne sais pas, je dirais pas d'on ne sait où, mais provenant en tout cas d'une volonté très souvent de se légitimer. Alors la légitimation qui est celle à laquelle Madame Jäger nous convie, c'est la légitimation indirecte par un discours sur les limites de la science. Alors c'est pas original en fait, hein, la question je pense a été choisie pour ça, puisque nous sommes là dans un forum biblique, etc. Donc il s'agit bien entendu, comme toujours, d'amener ou de ramener à Dieu les gens qui ont oublié, selon le terme très bien choisi par Madame Jäger. L'oubli de Dieu, c'est un thème absolument classique de la théologie qui contemplant les mœurs, le siècle, le monde, comme on dit, essaie de faire tout ce qu'elle peut pour nous dire mais attention, il faut regarder vers les cieux. Bon. Moi, je regarde vers les cieux et j'y vois des choses merveilleuses. Je n'y vois pas de Dieu, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Madame Jäger pour dire, dans cette stratégie indirecte, qu'elle marque effectivement un point, mais je crois qu'en fait ce n'est pas un point pour ce qu'elle veut montrer, c'est plutôt un point qui nous engage à plus de prudence. Le point qu'elle marque, c'est y a-t-il des limites de la science? Oui. Ben oui. Je vais dire oui, et alors oui tout de suite. Pourquoi? Parce que l'idée même de limite est consubstantielle à l'idée de science, telle qu'on l'entend au moins depuis le XVIIe siècle, sous la forme de la philosophie expérimentale. C'est-à-dire, qui dit philosophie expérimentale, dit philosophie, alors là, qui a été parfois évoquée comme philosophie qui décrit les faits, qui s'intéresse aux faits, qui met en avant l'observation et un certain type d'explication. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par essence, le phénomène scientifique, on va dire la science, je laisse tomber la question de savoir, là, les sciences, le problème de l'unité de la science, de sa méthode, de ses objets, c'est pas le problème. On peut en reparler après, mais c'est pas le problème. Disons, la science, elle est fondamentalement progressive. C'est inscrit dans son, je dirais, dans son ADN scientifique.
Tiens, aucun scientifique ne viendra vous dire, voici, regardez, lisez ce manuel de physique, il contient l'alpha et l'oméga. Il vous dira, bon ben voilà l'état actuel des recherches dans ce domaine, appuyé sur telles expériences, et voilà le modèle qui semble fonctionner le mieux. Ça veut dire que ce modèle, il est par essence, d'emblée, ouvert à la réfutation. Mais il n'est pas ouvert à la réfutation comme le pur moment négatif où la réfutation signifierait impasse. Il est ouvert à la réfutation comme un moment dialectique où le fait d'avoir montré qu'il y a une limite signifie que nous devons encore faire effort pour tenter de la dépasser. Et c'est tout. C'est-à-dire, on peut se contenter de ce phénomène indéfini qui consiste à corriger nos lois, à les remplacer par d'autres, à en tirer des conséquences techniques, etc. C'est l'horizon d'une vie humaine qui est effectivement, alors là pour le coup, métaphysiquement parlant, hein, projeté dans un univers qu'au départ elle ne comprend pas, et qui lentement, par un progrès donné, transmis de génération en génération, et non pas transmis tel quel, comme le sont très souvent, enfin, ne le sont jamais hein, parce qu'elles sont historiques, mais comme le voudraient les écritures qui se prétendent incréées ou sacrées ou déterminées une bonne fois pour toutes, la science, non, se transmet comme un héritage à faire fructifier, un héritage à faire se développer davantage. Donc en fait, il y a deux caractéristiques ici de la science qui sont intéressantes. Hein. Elle est progressive, elle est transmissible. Hein. Et par ce fait, elle est objective. C'est-à-dire, elle se donne à n'importe quel esprit qui voudra bien essayer de l'apprendre et de s'alimenter à sa source comme quelque chose qui est modelable, indéfiniment transformable. Son objectivité, c'est pas l'objectivité absolue d'une vérité qui serait gravée dans le marbre, hein. C'est l'accord des esprits entre ceux qui se disent « nous avons étudié suffisamment pour, et nous arrivons pour l'instant à cette solution-là, qui est le consensus sur lequel nous pouvons arriver ». Il n'y a pas là de scepticisme, il y a là une humilité. Et voilà encore une caractéristique de la science qui montre que non seulement elle admet d'avoir des limites, hein, mais elle l'accepte avec joie, parce que c'est justement sa fierté que cette humilité. C'est la fierté du scientifique que de dire « bah là écoute, non, c'est pas dans mon domaine ça, je comprends pas, je sais pas, ou je vais rien dire parce que voilà ». Donc, la science a des limites, nous sommes bien d'accord, et je me réjouis que Mme Jaeger les ait affirmées avec autant de force. Est-ce que maintenant nous devons en tirer les mêmes conclusions? Alors, évidemment, puisqu'il est question de point de vue, donc quelques minutes, mais c'est un point de vue, ma réponse est non. Ça ne vous étonnera pas, bien sûr. Bon, il nous est proposé 3 exemples qui sont très intéressants, parce que ce sont des exemples dans lesquels, comment dirais-je, on essaie d'utiliser la notion de limite de la science. Pourquoi faire? D'un point de vue rhétorique, c'est très intéressant. Pour dégager une sorte d'espace, une fois qu'on a admis que la science avait ses limites, qu'est-ce qu'on fait? On dégage un espace, un petit peu comme quand la mer se retire, il y a une laisse. Hein, et on peut une laisse, c'est-à-dire une espèce d'espace qui était avant recouvert par la mer. Et là, on va regarder, on va trouver des choses. Hein, voilà. Alors, l'espace qui va se dégager, c'est l'espace qui va pouvoir être investi. Alors, par quoi? Par la raison, mais la raison non pas réduite à la science, mais en quelque sorte la raison développée, déployée, hein, qui est non pas simplement la petite raison scientifique, mais la grande raison, alors la raison du cœur, la raison du sentiment, etc., etc., qui va être également un espace qui va pouvoir être également occupé par la métaphysique, espace qui va pouvoir être occupé aussi par le questionnement sur les valeurs, hein, toutes choses auxquelles la science, semble-t-il, n'est pas en mesure de répondre. Alors ici simplement une première observation. Si la science ne prétend pas répondre à ces questions-là, c'est pas parce qu'elle aurait l'intuition que de toute façon elle est absolument incapable d'y répondre. C'est que par avance, elle dit que l'application de sa propre méthode à ces questions donnera sans doute des résultats. Et je peux vous le montrer tout de suite, hein, quand il est question des relations interpersonnelles et que vous dites que dans le mystère de la relation interpersonnelle, il y a des choses qui dépassent la raison. J'aimerais bien que des biologistes viennent nous expliquer comment parfois on a l'impression ou l'illusion de connaître des gens, de tomber amoureux d'eux d'une manière totalement métaphysique, alors qu'en fait la relation qu'on a avec eux est en partie déterminée par des rapports corporels, des rapports de posture, des odeurs, des gestes, hein, qu'on est bien incapable d'expliquer, mais cette incapacité à expliquer ne signifie pas que ce soit en soi irréductible à l'explication. Qu'après la conscience s'empare de ce phénomène pour dire « oui, mais quand même la magie de l'amour ». Très bien, n'ayons pas une attitude réductionniste, si c'est cela qu'on veut dire par scientifique, alors on entend scientiste plutôt que scientifique. Mais la science
a des réponses quand on lui pose les bonnes questions et quand elle utilise la méthode qu'elle utilise pour, voilà, proposer. Alors, quelques petites réponses. La différence entre les réponses que la science propose et celles que la théologie propose, c'est que ces réponses ne sont pas totalisantes, ne sont pas figées et ne prétendent pas apporter, évidemment, une vérité éternelle. Hein. Donc, il y a des questions que la science peut éviter de se poser parce qu'elles sont en dehors de sa juridiction. Quand on dit par exemple que la méthode fondamentale de la science est la méthode expérimentale, je laisse de côté le fait de savoir si du coup les mathématiques relèvent de la science, hein, ou si elles ne sont pas plutôt de la tautologie et qu'elles ne relèvent pas de la logique. Ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref, bon, on met de côté. Disons que la science, voilà, c'est cette méthode particulière, la méthode expérimentale. Par le fait même, vous avez dit, en disant la science, c'est l'application de la méthode expérimentale aux faits observables, par le fait même, vous avez dit que ce qui ne fait pas partie de l'expérience ne peut pas être objet de science. Après, la question est de savoir, ce qui ne fait pas partie de l'expérience, peut-il être accessible par un autre type de perception que la perception habituelle, qui est celle de notre expérience et qui est une perception sensible. Lorsque Mme Jaeger a parlé du naturalisme, c'est à cela, sans doute, qu'elle faisait allusion en montrant que le scientiste a une attitude réductionniste, c'est-à-dire qu'il réduit toute la connaissance à la connaissance de l'observable et tout l'observable de la nature étant l'ensemble des phénomènes en tant qu'ils sont régis par des lois. Ou du moins c'est ce qu'on présuppose. Cette position, c'est déjà une position quasi-métaphysique pour un scientifique. C'est une représentation qu'il est obligé de se faire, mais c'est une forme. Ça ne veut pas dire que la nature est effectivement comme ça. Ça veut dire qu'on a là une espèce d'hypothèse structurelle, heuristique, qui permet d'avancer dans le travail, en quelque sorte. Donc, la science accepte ce genre de choses, mais il nous a donné d'autres exemples. Plus intéressants encore, la distinction du bien et du mal dans l'éthique. Alors là, bon, la science a affaire à des faits, pas à des valeurs, certainement. Est-ce qu'il faut balayer d'un revers de la main l'application de la méthode scientifique à ces phénomènes que sont les actions morales? Eh bien moi je dis non. Pourquoi? Chiche, essayons de voir. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une expérimentation? Alors bon, on nous a dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas trop expérimenter. Dans les rapports humains, il ne faut pas expérimenter. Moi je suis d'accord pour expérimenter dans les rapports humains. Et si je lui fais la gueule ce matin, comment est-ce qu'elle va se comporter? On va voir. On peut noter dans un carnet. Enfin, la littérature est en fait le concentré des expérimentations que les sujets font les uns sur les autres. Hein. Alors ça n'a pas une forme scientifique, mais est-ce que ça a une forme non objective pour autant? Je ne sais pas. Si ça peut se refaire, par imitation en tout cas, bon, c'est intéressant. Donc la distinction du bien et du mal. Les jugements de valeur dépendraient de la science, ça dépend. Quand on parle du bien et du mal, moi j'ai toujours un problème. C'est-à-dire que ce sont des concepts, si vous voulez, qui semblent ne pas avoir d'autre fondement que celui d'être posé par une autorité. Le bien, c'est ce qu'une certaine autorité suprême dit bon. Le mal, c'est ce qu'une certaine autorité suprême dit mauvais. Du point de vue théologique, c'est tout à fait compréhensible. Le bien et le mal, c'est proprement le premier commandement divin. Apprendre à distinguer le bien et le mal, bon ben, ça, fallait le faire, tu l'as pas fait, ça, fallait pas le faire, tu l'as fait. Voilà, maintenant tu es comme nous, tu connais la différence entre le bien et le mal. Hein, bon. Mais si je donne une autre définition au bien, si je dis que le bien, par exemple, pour les animaux que nous sommes, alors je sais que c'est pas bien de prendre l'exemple de l'animalité, de prendre l'exemple sur les animaux, c'est encore pire, mais je vous rassure, on ne prend pas exemple sur les animaux. Les chiens et les chats prennent exemple sur nous, en fait. Mais il ne faut pas refuser la part de notre animalité. En tant qu'animaux, c'est-à-dire en tant qu'être corporel, sensitif, ne sommes-nous pas déterminés par ces deux puissants ressorts que sont le plaisir et la douleur? Si par exemple je donnais comme définition du bien, le bien est un plaisir licite. Alors je dis pourquoi licite? Parce que si je dis juste le bien est un plaisir, vous allez me dire ah oui, mais alors les gens qui se jettent sur d'autres pour les assassiner ou les violer ou je ne sais quoi, ils prennent du plaisir. Et c'est ça le bien? Non, un plaisir licite. Il faut qu'en plus une certaine autorité ait dit ce plaisir-là tu peux le prendre. Mais quelle est cette autorité? C'est pas un dieu, hein, c'est la société. C'est-à-dire c'est l'ensemble des normes telles que vous les vivez, dans lesquelles vous avez été éduqués, et voilà. Cette définition ne me paraît pas si mauvaise et me paraît testable. Hein? Et on peut savoir, par le simple conditionnement de la récompense ou du châtiment, comment on peut arriver à conditionner ou déterminer quelqu'un qui ne ferait pas spontanément quelque chose, non seulement à le faire, mais aussi après à le vouloir. C'est la base de l'éducation. On n'éduque pas les enfants en leur montrant rationnellement ce qu'il est bien de faire. Ça, ils le comprendront plus tard. Mais leur rationalité n'aura peut-être été que l'oubli de leur conditionnement.
Donc voilà, par exemple, je pourrais en dire... Et enfin, bon, dernier point, la raison. La raison, nous dit-on, dépasse en quelque sorte la simple scientificité. Et là, je dirais, oui, je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est rejeté ni refusé par la science. Le fait que la raison dépasse la scientificité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que la science fournit, ce n'est pas du sens. Elle ne fournit pas nécessairement du sens. Alors même quand on utilise des métaphores comme le scientifique décode le langage de la nature, la grammaire de la nature, etc., ce sont des métaphores, bien sûr. Il faut être un peu frotté de conventionnalisme ou de points carrés pour bien s'apercevoir que la science est effectivement une de nos plus belles créations. Donc on a tout lieu d'en être fier de cet effort scientifique. Maintenant, est-ce qu'il épuise le sens? Bien sûr que non, parce que la conscience déborde très largement la simple scientificité. La conscience qu'on a de nous-mêmes, il y a une valeur existentielle au fait de se comprendre soi-même comme un être jeté dans un monde qu'il ne comprend pas et puis dans lequel il voit bien se dessiner comme une sorte d'eschatologie quasi archaïque. C'est-à-dire, j'étais petit, maintenant je suis plus grand, je vois des gens autour de moi qui sont encore plus vieux et qui meurent. Donc voilà, cette espèce de boucle, elle me demande, elle me questionne au niveau du sens. Il n'est pas certain que le scientifique ait quelque chose à dire sur cette manière qu'on a de ressentir les choses. Mais il n'est pas certain non plus qu'en déployant sa méthode sur des petits bouts de notre expérience, il ne produise pas pour nous des discours qui peuvent être, d'une certaine manière, extrêmement sensés, herméneutiques presque. Alors je vous accorde totalement que ce n'est pas en général ce que les scientifiques font. Pour une raison très simple, c'est qu'on leur a surtout appris qu'il fallait se spécialiser et faire leurs petits calculs dans leur coin. Donc le problème, c'est plus un problème d'ouverture du scientifique à partir de l'éducation qu'on donne aujourd'hui à ceux qui font des sciences, que le problème de la science elle-même. Et la vérité de ce point sera montrée à qui s'intéresse à l'histoire des brillants esprits scientifiques, qui furent tous en même temps, de brillants philosophes, de brillants métaphysiciens et de brillants tout ce que vous voulez, parce qu'ils avaient, en réalité, la seule qualité qui vaille, et pour un scientifique, et pour un philosophe, et un métaphysicien, la curiosité. C'est-à-dire une sorte de libido sciendi un peu gratuite. Et pourquoi ça ne se passerait pas comme ça? Cherchons un peu. Cette curiosité, qui est une passion, n'est pas un vilain défaut. Bon, et pour en finir, je suis en train de dépasser mon nom, non pour ça. Oh, ah, ben, c'est très bon. Alors, vous dites qu'il y a trois réponses possibles à cette manière qu'on a de laisser déborder la science dans des domaines qui ne sont pas les siens. Ces trois réponses possibles sont l'oubli, la naturalisation, donc le relativisme, la subjectivisation des valeurs, et enfin il reste bien entendu l'autre chose, le mystère, la révélation, etc. Vous faites de l'oubli et du relativisme une sorte de combinaison nihiliste. Cet analyseur de notre époque, c'est un analyseur qui est pertinent du point de vue de l'eschatologie théologique. Puisque, en fait, le thème, comme je l'ai dit, de l'oubli de Dieu, c'est le thème fondamental. Donc, en fait, il s'agit toujours d'accuser le temps de nous rendre aveugles à Dieu. Alors, le temps, en gros, c'est le divertissement pascalien, si vous voulez. Pascal fait exactement la même chose quand il dit que fait le libertin? Le libertin se divertit, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il peut pour ne pas penser à Dieu. Bon, donc, il y a effectivement un oubli qui est un oubli volontaire, bien sûr, mais il y a aussi une sorte de relativisme. Et le relativisme, vous dites, bon, voilà, c'est une sorte de valeur subjective. Bon, moi je dirais que l'oubli et le relativisme sont les rançons inévitables de l'organisation, je dirais, économique, technique de notre monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous manque en réalité pour développer la spiritualité, comme on dit. Et la spiritualité, ça ne consiste absolument pas à se plonger dans des livres sur l'occultisme ou dans la Bible ou je ne sais quoi. Quoique vous puissiez la trouver là, et en particulier pour ce qui est des religions, vous trouvez des discours qui sont extrêmement élaborés. Donc, il peut y avoir une spiritualité à développer là-dedans, parce que la spiritualité, elle apparaît dès que dans votre esprit, vous rentrez suffisamment de matière cohérente, en quelque sorte, pour vous-même essayer d'en faire quelque chose. Mais ce qui nous manque simplement pour développer le spirituel, c'est le temps libre. Du temps libre. Le temps libre, c'est la liberté du temps. C'est-à-dire la liberté de laisser se déployer ce que j'appelais tout à l'heure la curiosité. Cette sorte de respiration, nous ne l'avons plus vraiment. Parce qu'on nous demande un certain nombre de performances. Et là, s'il y a une critique à faire, effectivement, au temps, c'est pas tellement l'oubli de la révélation que le type d'organisation politico-sociale que nous avons.
qui n'est pas un type d'organisation politico-sociale extrêmement terrible non plus, faut pas exagérer, hein. Il y a 2 siècles, vous serez tous au boulot là, hein. Moins compris. Bon, moi je peux dire que je travaille là, donc bon. Mais tout de même, hein. Donc, est-ce que le refuge dans une forme très codifiée de spiritualité, telle qu'est voilà, la pensée du mystère, de la révélation, suffit à dissiper les inévitables questions métaphysiques qu'on peut se poser? Personnellement, bon, en ce qui me concerne, je vais dire en ce qui me concerne, c'est-à-dire en ce qui concerne mes propres représentations, il est hors de question de dénier ni la possibilité, ni l'intérêt que peuvent avoir des études de théologie ou de rationalité, de théologie rationnelle, ou même révélée d'ailleurs. Hein. Oh, je me fais pleurer les grosses mains. Ne pleure pas, mon pétou. Non, en ce qui... je sais plus ce que je voulais dire. Attends, déstabilisé. Non, personnellement, je dirais, voilà, si on laisse se déployer en nous, dans le temps libre qui est le nôtre, la curiosité, l'amour du savoir qui peut être le nôtre, on peut trouver un sens spirituel absolument à toute chose. Puisque la spiritualité, ça ne consiste pas à recevoir quelque chose qu'on nous donne comme spirituel. Ça signifie accueillir quelque chose et le transformer pour que ça ait du sens pour soi-même. C'est ça la spiritualité. Donc un morceau de guitare, aussi bien qu'une page de la Bible, aussi bien que n'importe quoi d'autre, une page de littérature ou ce que vous voulez, ça peut avoir un sens spirituel, y compris les réalisations de la science, qui sont, à mon avis, hautement spirituelles. Dès que j'appuie chez moi sur l'interrupteur, non pas tous les jours, hein, je vous rassure, je me dis, mais qu'a-t-il fallu comme trésor d'intelligence pour en arriver là? Et quand j'appuie sur cet interrupteur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des centaines et des centaines de personnages dans l'histoire, avec leurs moyens, qui ont fouillé, qui ont cherché, qui ont réfléchi, et qui ont abouti à ce qu'aujourd'hui, quand je veux de la lumière est. Et bien moi, ça me fascine. Je trouve ça d'une spiritualité absolument insigne. Me dire que c'est mon espèce qui fait ça, je trouve ça génial. Je ne pourrais pas le faire moi-même. Hein? Imaginez qu'aujourd'hui on vous dise, allez vas-y, fais-nous un transformateur. Allez, on te file, allez, si tu veux, du cuivre, des machins, allez, vas-y, fais-le. Et là vous allez vous retrouver comme un singe devant une casserole. Et je suis même sûr qu'un singe devant une casserole se débrouillerait mieux que nous. Donc bon, voilà. La science doit être ouverte à ce qui la dépasse. Elle l'est parce que c'est sa fierté. Donc la science n'appelle pas une explication de ce qui est en dehors d'elle, une explication qui serait exactement fondée sur le même ressort qu'elle. Quand on dit par exemple, la science ne peut pas expliquer le monde, donc il faut un Dieu, c'est une explication causale. On refait de la science. Mais ce n'est plus de la science, bien sûr, c'est de la métaphysique à ce moment-là. Bon. Ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Alors ben, je vais m'arrêter. Alors je vais vous dire juste le petit mot de la fin. La science qui se dépasse n'appelle pas une explication qui soit du même niveau, elle appelle une chose, le silence. On se tait. On n'en dit pas plus que ce qu'on sait. Voilà, donc je m'arrête. Excellent, merci.